Isabelle, donc, qui est professeure en sciences de la santé publique à l'Institut de recherche santé et société de l'Université catholique de Louvain, et une pièce maîtresse de cette collaboration qui se mène entre Saint-Louis, le CERPMS et donc la Belgique aussi. Et Karl Leo Schwering, je ne vous le présente plus, si ce n'est que je vous indique qu'il vient de publier un livre, Corps d'outrance, souffrance de la maladie grave à l'hôpital, qui est paru au PUF et qui est un livre fort intéressant et que je vous recommande personnellement. Alors j'ai fait un petit diaporama, donc c'est en fait une forme d'exercice d'improvisation un peu assistée grâce à ça, puisque en fait je suis là depuis hier matin. J'ai trouvé ce colloque vraiment très 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 intéressant. J'ai pris beaucoup de notes parce que j'étais aussi très intéressée par toutes les thématiques qui sont abordées, et je les ai relus hier soir et ce matin et tout au long de la journée avec j'ai fait de l'analyse inductive finalement, comme vous, finalement à partir de toutes les notes que j'avais prises, comment ça fait écho pour moi à des questions méthodologiques et éthiques que je me pose aussi dans le cadre de mes propres recherches. Donc des recherches par des méthodes qualitatives essentiellement. Je me suis un petit peu exercée aux méthodes plus quantitatives, je pense que je n'ai pas fait ça très très bien. Voilà, et donc je travaille dans le champ de la santé publique, effectivement, comme ça vient d'être dit, mais je fais des recherches sur le vécu des patients, sur la relation soignant-soigné, en lien avec aussi l'éducation thérapeutique du patient que vous connaissez bien en France. Donc ce que je vais vous proposer, là j'ai essayé de l'organiser un petit peu provisoirement pour la restitution d'aujourd'hui. C'est le reflet passé par mon filtre à moi de ce que j'ai entendu et de ce que je vous propose maintenant à la discussion. Alors j'ai organisé ça en différentes facettes. Je me suis dit tiens, je vais partir finalement dans ce que j'ai appelé des constats partagés. Je vais parler d'autres aspects méthodologiques qui ont été évoqués par la suite, mais je me suis dit, il y a quand même un certain nombre de choses qui me semblent se dégager au terme de ces 2 journées, qui sont revenues au travers des présentations, au travers des discussions qui ont suivi les présentations et sur lesquelles on peut s'appuyer comme un socle commun au bout de ces 2 jours, si on ne l'avait pas, au moins on a ça maintenant. C'est la nécessité de recourir aux approches qualitatives par rapport aux objets de recherche qui nous animent, et que ces approches qualitatives, elles peuvent être utilisées seules ou en complémentarité avec d'autres méthodes. Mais en tout cas, on peut affirmer cette nécessité de recourir aux approches qualitatives. Ce qui se dégage aussi, c'est que ces recherches sont caractérisées par beaucoup de créativité, de flexibilité, d'adaptation. On a eu hier un exemple de protocole qui était re-questionné, remis, réadapté, etc. à différents moments. Ce matin, Élise a démarré sa présentation en disant je vais vous présenter notre recherche telle qu'elle s'est fabriquée. Voilà, j'ai bien aimé ce terme de fabriquer. On a beaucoup évoqué aussi la question de l'articulation entre la recherche et la clinique. On a montré à quel point il y avait des liens d'interdépendance et des influences mutuelles, que les dispositifs s'influencent, se modifient mutuellement. On a parlé ce matin d'innovation, de recherche translationnelle, de dire que ces résultats de recherche peuvent mener à ça. Mais on a eu aussi le témoignage de Cécile Perrier, qui est encore là aussi ce soir, qui a parlé de cette recherche, ce dispositif de recherche comme voie de dégagement pour le clinicien. Et donc on a eu plusieurs niveaux de discussion et de réflexion sur l'articulation entre les deux. Je pense qu'un autre constat partagé, même si on a plus ouvert la discussion qu'à être allé jusqu'au bout, c'est la notion de la responsabilité du chercheur par rapport à l'impact possible de sa recherche. Elle était présente dans différentes présentations. On a posé la question à un moment de la recherche produit-elle des effets iatrogènes, et je pense que être porté par cette responsabilité éthique, finalement, ça a un impact sur les choix méthodologiques. Donc on n'a pas été peut-être encore tout à fait jusqu'au bout. J'imagine que dans les publications qui vont être faites à partir de tout ce qui a été partagé aujourd'hui, c'est finalement aussi se poser la question de quand on a cette préoccupation éthique, elle influence nos choix méthodologiques. Alors ça, c'est le premier point, les constats partagés. Ensuite, je me suis permis, voilà, c'est pas des erreurs si vous voyez des choses barrées,
Les choses barrées, c'est en fait des mots que j'ai entendus tout au long de ces 2 jours, que j'entends aussi dans d'autres lieux qu'ici. Et finalement, j'ai envie de revenir sur ces mots qui, bien que vous ayez pour la plupart présenté des recherches qualitatives et la nécessité de faire des recherches qualitatives, on sent que dans le vocabulaire, il y a encore pas mal de mots qui sont empruntés des méthodes plus expérimentales ou plus quantitatives et qui donc finalement induisent aussi une difficulté de compréhension ou une difficulté peut-être d'affirmer vraiment, d'assumer, comme disait Bruno Falissard ce matin, la nécessité de faire de la recherche qualitative et de la faire bien. Alors je vous ai mis en gras à côté des mots que je vous propose en remplacement, qui ne disent pas exactement la même chose parce qu'on est vraiment dans des épistémologies très différentes et des paradigmes très différents, mais voilà, plutôt que de comparaison, moi je préfère parler de triangulation, de cette notion de multiplier les regards, de conjuguer les multiples facettes au travers de différents regards ou de différentes méthodes, mais on ne cherche pas à comparer systématiquement. Au lieu de parler de généralisabilité, on préfère en approche qualitative parler de transférabilité. C'est-à-dire lorsque je restitue mes résultats, est-ce que je donne suffisamment d'indications sur les caractéristiques de mon échantillon, sur la manière dont j'ai conduit cette recherche, etc., pour que quelqu'un d'autre qui va lire ces résultats se dise, tiens, dans ce qui est décrit là, en reconnaissant cette population ou cet échantillon qui n'est pas la mienne, mais qui partagent certaines caractéristiques avec des patients que je suis, par exemple, eh bien, je me dis que ces résultats sont suffisamment crédibles pour qu'ils puissent éventuellement être transférés à mes propres patients ou mes propres échantillons. Mais on n'est pas du tout préoccupé, en principe, dans l'approche qualitative, par cette idée de généralisabilité. On fait émerger des hypothèses et d'autres personnes peuvent s'en saisir en disant ça a peut-être aussi du sens dans ma pratique, dans mon contexte de soins ou de pratique. Voilà, je vais parler à l'instant de cette notion de crédibilité, qui est un critère de qualité aussi dans l'approche qualitative. On parle plutôt de crédibilité que de validité. Donc, on a des techniques de validation, on a des stratégies pour s'assurer de la qualité de ce qu'on produit, mais à la fin, on ne se pose plus la question de la validité. On produit quelque chose qui est suffisamment crédible et grâce notamment à tout l'effort de transparence qu'on fait par rapport aux choix méthodologiques et aux différentes procédures qu'on a utilisées tout au long de la recherche. Alors j'ai entendu questionnaire aussi quelquefois, j'ai entendu parler d'entretien libre ou semi-directif et puis dans le même temps des questionnaires qu'on avait utilisés ou qu'on pensait vouloir utiliser pour ça. Voilà, on parle en principe de guide ou de grille d'entretien, parfois simplement de liste thématique, ça a été dit aussi hier. Et donc, on accepte aussi, dans une approche qualitative plus inductive, que ces grilles d'entretien soient difficilement standardisables ou utilisées de manière standardisée et unique et homogène pour chacun. Donc, c'est vrai que quand on remet un protocole, notamment un comité d'éthique, ils ont besoin d'avoir souvent une idée des questions qu'on va poser, c'est leur boulot, c'est normal, et on produit un guide d'entretien, mais on ne l'utilise pas nécessairement de manière... c'est un cadre, c'est pas un carcan. Et quelqu'un disait hier, j'avais prévu de leur demander, et je crois que voilà, c'était une question particulière, et finalement c'est une question que je n'ai pas pu poser à tous. Et moi, dans ma tête, en notant ça et en l'entendant, je me dis mais heureusement, parce que finalement dans l'approche qualitative, ce qui est plus important, c'est la qualité de la rencontre que la qualité du guide d'entretien ou l'application systématique du guide d'entretien. On a parlé aussi de recherche d'objectivité, et pas tellement, mais un petit peu à certains moments, on dit mais oui, ce qu'on produit finalement, c'est pas nécessairement objectif. Et finalement, en approche qualitative, ce qui est plus pertinent, c'est la reconnaissance et la documentation de la subjectivité. Quelqu'un disait comment prendre en compte les effets liés à l'intersubjectivité, au transfert, au contre-transfert. Eh bien, c'est justement en le reconnaissant et en le documentant, en parlant finalement. Ce n'est pas un problème où on a parfois entendu parler de biais. Ce n'est pas un biais, on ne parle pas tellement de biais dans des approches qualitatives. On parle des limites, on parle des qualités, que
que ce soit positifs ou négatifs, qui sont propres à cette recherche. Et tout ça, ça se fait au travers du processus de réflexivité qu'on s'impose. Et finalement, cette réflexivité, elle a été à l'œuvre, et on en a entendu beaucoup parler tout au long de ces 2 jours. C'est vraiment ça qui s'est passé, c'est quels sont les éléments aussi de sa propre expérience, de ses propres disciplines, etc., qui vont influencer la manière dont on collecte ou dont on analyse des données. Alors, ce que je vous propose maintenant à la discussion, c'est aussi des éléments qui sont apparus tout au long de ces 2 jours et qui m'ont questionné, où j'ai peut-être moins de précision comme dans la diapo précédente, mais plus peut-être poursuivre la discussion qu'on a déjà amorcée. C'est la question du statut de l'hypothèse dans nos recherches qualitatives. Quelqu'un disait hier, à partir de ce qui me préoccupait, à partir de mon intuition clinique, bon, c'était un peu le contexte, il fallait que je construise une hypothèse. J'ai entendu aussi à certains moments comment prouver sans chiffres, vouloir prouver, vouloir démontrer, etc., etc. Moi, ça me pose la question de la formulation d'une question de recherche pertinente en approche qualitative. Je ne pense pas que l'approche qualitative soit la meilleure approche pour prouver, démontrer ou vérifier une hypothèse. Ça ne veut pas dire qu'on doit travailler sans hypothèse. Alors je me dis aussi que peut-être on n'a pas la même compréhension du mot hypothèse. Voilà, pour moi, une hypothèse en santé publique, c'est je vérifie qu'il y a un lien de cause à effet entre A et B. Peut-être une hypothèse dans le sens clinique, c'est tout à fait autre chose. Hier, j'ai eu une clarification très intéressante sur ces notions de fantasme et de représentation. Donc je me rends compte aussi qu'on n'utilise pas toujours les mots de la même façon. Mais ce matin, on a entendu finalement comme question de recherche possible, et notamment quand on est dans une approche phénoménologique, c'est qu'est-ce que ça fait de prendre des médicaments pour la dépression, c'était ça l'exemple. Voilà, donc vraiment réfléchir à la manière dont on formule nos questions de recherche, qu'elles soient propres aussi à cette démarche qualitative et qu'elles puissent être traitées de manière pertinente par l'approche qualitative. Ceci étant, l'approche qualitative peut être utilisée de manière très très intéressante et complémentaire à d'autres méthodes pour vérifier la pertinence d'une hypothèse, donc pas vérifier l'hypothèse mais en amont vérifier la pertinence de cette hypothèse, ou pour la préciser avant qu'elle soit énoncée de manière plus définitive et plus vérifiable par d'autres méthodes. Alors très rapidement aussi peut-être, puisqu'on a beaucoup parlé de l'analyse par théorisation ancrée, peut-être le statut particulier de l'hypothèse dans cette analyse par théorisation ancrée, c'est qu'effectivement on part dans une démarche inductive où on n'a pas d'hypothèse à vérifier a priori, mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'analyse, on travaille sur des hypothèses émergentes et provisoires qu'on va remettre à l'épreuve des données qu'on récolte, etc. Donc là, il y a un statut très particulier de l'hypothèse et qui va définir aussi les critères d'inclusion et d'exclusion des sujets suivants qu'on va inclure dans la recherche. C'est ce qu'on appelle l'échantillon théorique. Alors, il y a eu aussi des questions hier et ce matin aussi sur la notion de faire fi de ce qu'on sait, mettre entre parenthèses, c'est la notion de bracketing ici que j'emprunte à la phénoménologie. C'est la suspension temporaire et nécessaire de nos cadres théoriques et d'interprétation pour se mettre à l'écoute et se laisser surprendre finalement par ce qui peut émerger. Et je crois que vous utilisez parfois cette notion de page blanche quand on rencontre quelqu'un et qu'on fait abstraction de ce qu'on sait déjà. Le statut de chercheur et clinicien a été abordé aussi jusqu'à ce soir dans différentes présentations. Et notamment le fait, ça c'était très présent hier, si on est à la fois chercheur et clinicien, alors on avait tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore là, Cécile Flao qui disait non, je suis chercheur dans certains endroits et je suis clinicienne dans d'autres lieux. Hier on avait une présentation d'Étienne Seigneur qui expliquait que non, il avait été aussi chercheur et clinicien dans les mêmes lieux et vous avez interrogé ça. Et les deux positions ont des avantages et des inconvénients, selon moi.
Il y a des précautions qu'on peut prendre. Moi, à l'heure actuelle, par exemple, je suis en train de travailler à l'élaboration d'un protocole de recherche avec une psychologue clinicienne, et je ne suis pas psychologue moi-même, je le reprécise, qui veut travailler comme il faut porter un regard de chercheur aussi en lien avec sa propre pratique. Il y a des questions qu'on s'est posées. Il y a certains moments où je vais intervenir à côté d'elle pour mener des entretiens que je mènerai, mais dont elle sera témoin et présente, justement pour lui permettre, tout en étant chercheur et associée à la recherche, de garder aussi sa casquette de clinicienne vis-à-vis des patients et des familles. Alors donc des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Simplement, ce qui n'a peut-être pas été souligné hier, c'est que la position a un impact sur la conception et la formulation même de la question de recherche. On ne la posera pas de la même façon, ce ne sera pas la même recherche qui sera menée, donc qu'on en soit conscient. Il y a eu cette notion aussi de feedback aux participants, dont on a dit hier qu'elle n'était pas toujours bien accueillie, dont on a dit ce matin que ça pouvait être non seulement très très bien accueilli, mais être aussi le point de départ de tout un tas d'autres choses très très importantes. Peut-être ce qu'on n'a pas complètement abordé non plus hier dans les discussions, c'est finalement, mais que restitue-t-on ? Comment ? Et à quel moment, que j'ai mis au pluriel et en gras, et puis finalement, à quelle fin ? Est-ce qu'on leur restitue quelque chose à des fins de validation ? Donc le terme, c'est ici respondent validation qu'on trouve dans les articles, ou à des fins de co-construction de démarches participatives, comme on l'a vu dans l'exemple présenté par Nicolas Boissel et Élise Ricadas ce matin. Et effectivement, ce n'est peut-être pas nécessairement à la fin de la recherche uniquement qu'on doit penser cette question du feedback. Il doit peut-être être pensé en amont. Et finalement, qu'est-ce que les participants à une recherche ont besoin de recevoir de ce feedback ? Je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Mais je me dis qu'il y a avant tout le besoin de s'assurer peut-être qu'ils ont été compris dans ce qu'ils ont dit. Donc on peut aussi penser un feedback à certains moments sous la forme d'une synthèse, comme ça a été présenté aussi ce matin, qui va permettre aux personnes de valider, finalement, de pas valider les résultats de la recherche, mais de valider que ce qu'ils ont été dit a bien été compris par les chercheurs. Et alors une dernière chose dans ces éléments que je vous propose à votre discussion, même si je suis consciente qu'on n'aura pas tellement le temps d'en discuter, que je n'ai finalement pas tellement entendu, donc j'ai fait comme vous, je me suis dit aussi poser la question de ce qui n'a pas été dit et qui me semblait important, c'est l'importance de l'engagement et du désir d'un porteur du projet au sein de l'équipe de soins, et on a eu, donc c'était Nicolas Boissel ce matin, Valérie Laurence tout à l'heure, il y a eu 2 autres médecins qui étaient aussi présents hier, et à chaque fois vous étiez en binôme, et je trouve que cette collaboration est très très forte, et que le désir d'un médecin qui se pose des questions, qui a envie d'améliorer sa pratique et qui a la volonté, la force et l'énergie nécessaires pour engager son équipe dans ce projet et accueillir des chercheurs dans son service, c'est aussi un élément très très important de la réussite de ces projets et de la confiance mutuelle qui peut se faire. C'est au-delà de l'idée de commande, je pense qu'il y a une préoccupation de départ qui se traduit par une collaboration dans laquelle chacun des 2 parties évolue. Alors pour aller plus loin, j'ai intitulé ça provisoirement comme ça, il me semble qu'on aurait pu aller dans les questions d'analyse un petit peu plus loin dans ce qui a été présenté finalement, dans ce qui nous a été donné à voir des différentes recherches, c'est la place des co-chercheurs, y compris les patients. Dans certaines présentations, j'ai entendu qu'il y avait peut-être plusieurs chercheurs, mais je ne savais pas si c'était au moment de la collecte, au moment de l'analyse, la fonction des uns et des autres. Il y a eu dans des recherches qui ont été présentées et documentées cette notion de validation intercodeur, finalement on est à plusieurs à lire les entretiens. Jusqu'où est-ce qu'on va dans cette collaboration et ce codage commun ? Je pense que dans une étape
descriptive ou la première étape de la théorisation ancrée, par exemple, c'est très utile, très important d'être à plusieurs à regarder. Peut-être de nouveau plus à titre de triangulation que pour être systématiquement d'accord sur tout. À un moment, si on va jusqu'au bout d'une démarche par théorisation ancrée, un chercheur qui retourne dans sa maison, comme tu disais, Lise, ce matin, va devoir poursuivre s'il veut vérifier des hypothèses provisoires. Peut-être il y a un moment où la recherche devient moins partagée avec des co-chercheurs. La notion de processus inductif et itératif, donc on est revenu sur cette notion de processus inductif aujourd'hui beaucoup plus. C'est un mot que je n'avais pas entendu hier. Donc c'est vraiment de travailler sans hypothèse a priori à partir de ce qui émerge dans le matériau. La notion d'itératif, c'est aussi est-ce que l'analyse se fait au fur et à mesure que les données sont collectées et du coup ça va influencer la manière dont sont collectées les données suivantes. Ça peut même faire évoluer la question de recherche initiale, ça peut faire évoluer des critères d'inclusion ou d'exclusion, ça peut faire évoluer aussi la temporalité de la recherche qui a été évoqué hier dans une recherche qui était présentée où le choix avait été fait d'interroger les personnes 6 mois après l'événement du traitement. Il y a des articles qui traitent aussi de cette évolution des critères d'inclusion et d'exclusion aussi en fonction de la temporalité. Alors j'avais envie de revenir aussi un instant sur les méthodes mixtes. J'ai compris ou entendu dans ce qui a été évoqué pendant ces 2 jours où j'ai entendu qu'il y avait une compréhension des méthodes mixtes comme 2 recherches menées en parallèle avec des méthodes différentes sur une même question de recherche. Je pense qu'il y a d'autres façons de penser les méthodes mixtes. Ça peut être une étape qualitative qui est poursuivie après par un travail plus quantitatif ou l'inverse. Ça peut être de nouveau, à titre de triangulation, deux recherches qui peuvent se mener effectivement en parallèle, mais qui ne vont pas explorer exactement ou répondre à exactement la même question de recherche. Et donc, effectivement, il y a quelque chose à penser autour de ces questions de méthode mixte et comment les questions de recherche sont pensées dans le cadre d'un dispositif de méthode mixte. Alors, on a parlé de l'évaluation. Voilà, j'avais envie de ressoulever la question de quels objets, qu'est-ce qui fait l'objet de l'évaluation et par quelle méthode. Et je n'en parlerai pas longuement ici, mais peut-être simplement dans notre champ santé publique, on est quand même très fort marqué par, et à juste titre, par la notion de evidence-based, mais de plus en plus on recourt à des méthodes complémentaires qui sont informées par les théories des systèmes complexes et qui proposent d'autres types d'évaluations qu'on appelle des évaluations réalistes qui font une grande place à l'approche qualitative et à l'analyse des interactions entre différents éléments d'un système et qui correspondent bien ou qui répondent bien aux nécessités d'évaluation dans la réalité d'un contexte. Voilà, on a parlé aussi rapidement, enfin pas rapidement, mais c'est moi qui en parle rapidement, mais ça mériterait beaucoup plus de discussion, du type de collaboration et d'intersubjectivité entre le chercheur ou les chercheurs et les cliniciens, psychologues ou non. La discussion d'hier, c'était sur les psychologues, mais je pense que ça peut être aussi d'autres types de cliniciens et d'autres types de chercheurs. Et donc pour moi, c'est intéressant aussi cette notion d'intersubjectivité entre les deux. Et alors, je termine sur ces questions de valorisation qui sont quand même très importantes. On a souligné à plusieurs reprises la difficulté ou la nécessité, car Léo Schwering a même parlé de « il faut-il ruser pour obtenir les fonds qu'on souhaite obtenir pour faire nos recherches ?» Qu'est-ce qui constitue un obstacle à l'obtention des fonds pour la recherche? Est-ce que c'est l'approche qualitative en tant que telle? Est-ce que c'est la notion d'interdisciplinarité? C'est vrai que dans mon expérience personnelle, je me suis vue parfois refuser aussi des projets dont on m'a dit que finalement ils tombaient entre les mailles des filets parce qu'ils étaient ni dans le domaine biomédical ni dans le domaine purement sciences humaines. Je recite ici Bruno Falissard ce matin qui disait la recherche qualitative, il faut la faire et il faut la faire bien. Et donc bien assumer ce qu'est une recherche qualitative. Et donc je dirais aussi dans le sens de pas ruser,
mais arrêter d'utiliser des mots comme questionnaire, comme biais, comme tout ce que je vous ai présenté tout au début, quand on présente des recherches qualitatives ou qu'on demande des fonds pour ça. La notion donc de poser des questions de recherche en lien avec la recherche du sens et pas des fréquences pour effectivement reconnaître l'élément unique mais crucial. Donc ça a été abordé ce matin aussi que quand on interroge 40 personnes, peut-être ou 10 personnes, à un moment, il y a peut-être quelque chose qui va être dit par une seule personne et qui va nous permettre aussi de revisiter ce qu'ont dit les autres personnes, parce que justement, ça n'était pas dit. Et finalement, dans mon expérience, ce qui ressort le plus souvent, c'est aussi finalement ce qui est le plus communément partagé par tous et le plus facile à dire, le plus acceptable. Et ce que dit parfois une seule personne, c'est peut-être aussi des choses qui sont plus complexes et plus difficiles. Donc effectivement, il faut vraiment bien en tenir compte. On a parlé des obstacles à la publication. Donc on a souligné aussi ce matin, à travers l'intervention de Bruno Falissard, l'importance de publier en anglais. C'est faisable à partir de vos recherches qui portent sur la clinique. C'est pas parce que vous n'avez pas de données chiffrées. C'est plus une question, à mon avis, effectivement, de langage. Je pense que publier dans ce type de revue demande probablement un effort de traduction, de rendre accessible, de suivre la règle du jeu entre guillemets. Et peut-être aussi, moi je remarque que j'ai commencé peut-être à avoir un peu plus de succès dans mes recherches de fond, etc., quand j'ai utilisé des bonnes références ou des références qui ouvrent des portes. Donc, Marie-Frédérique Baquet a parlé des critères consolidés pour la recherche qualitative qui sont le correct. C'est un référentiel auquel on peut se référer. Il y a des articles sur des critères de qualité qui ont été publiés dans le Lancet ou le BMJ. Ben, voilà, quand dans un protocole de recherche, on les cite en disant « je fais comme c'est indiqué qu'il faut faire dans tel ou tel lieu », on a un petit peu plus de chance. Et alors j'avais envie de vous indiquer des ressources qui pour moi ont été très utiles quand je me suis lancée dans ce type de recherche et quand j'ai fait mon propre doctorat. Il y a des livres de méthodologie que j'ai lus et quand je les ai refermés, j'avais l'impression que j'en comprenais encore moins que quand j'avais démarré. Il y en a que j'ai ouvert et que j'ai refermé tout de suite. Il y a un livre en français que je trouve très très éclairant qui est de Paillet-Mukieli, l'analyse qualitative en sciences humaines et sociales. Et puis une revue qui s'appelle Qualitative Health Research, où on trouve des articles sur beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets, qui fait beaucoup de place à la méthodologie, à la description méthodologique. Et je pense que c'est aussi une bonne façon d'apprendre et de se dire que c'est possible. Voilà, merci pour votre attention. Les ouvertures de pistes, c'est des pistes, des ouvertures, effectivement. Non, ce que je vais faire de mon côté, c'est relever toute une série de questions qui ont été abordées et qui me semble intéressant de rappeler en quelque sorte. Donc, au fond, c'est une intervention à deux voix. Moi, je vais peut-être, Isabelle, relever certains points dans des présentations, des communications dont vous vous souviendrez, donc que j'aimerais mettre un peu plus en exergue. Mais je vais quand même commencer par des éléments que tu as soulignés, et je pense qu'il faut les souligner encore une fois parce qu'ils n'ont peut-être pas été abordés d'une manière spécifique dans les communications. Je pense par exemple avant tout à cette question de la restitution. Alors, évidemment, nous y sommes particulièrement attentifs, donc les collègues qui travaillent avec nous savent que c'est un peu un dada que nous avons, mais puisque dans l'argument du colloque, il était question de la dimension éthique, il nous semblait, il me semble qu'il est indispensable d'aborder la question de la restitution et de s'éloigner de l'idée que la restitution des résultats aux patients et aux soignants, pour autant qu'ils aient de quelque manière été des objets de recherche, entre guillemets, eh bien, en fait des sujets de recherche, au sens qui a été évoqué, c'est-à-dire qu'on fait directement appel à eux, non pas simplement pour les informer, mais dans la recherche qualitative, ce qui me semble un principe extrêmement puissant, fort, c'est à la fois la restitution comme, si vous voulez, engagement éthique, de
effectivement rendre à celui qui a donné, et la question du don a été évoquée brièvement, quelque chose de ce qu'il a donné, mais surtout de, ce faisant, en faire un acteur de la recherche. Et donc de, si vous voulez, renverser la symétrie, ou plutôt la dissymétrie, de départ, qui est celle d'un chercheur supposé sachant, qui, si vous voulez, que ce soit dans un entretien ou dans un autre contexte, rencontre un objet de recherche supposé ne pas savoir. Dans la restitution, et c'est ça que j'aimerais vraiment beaucoup souligner, il y a vraiment cette idée que c'est un moment actif du processus de recherche. Ce n'est pas le truc, ah là là, il faut maintenant restituer quelque chose, mais au fond, notre recherche est terminée. Ce n'est que parce qu'il faut éthiquement aller vers, etc. Pas du tout. Ça fait partie intégrante du processus même de la recherche. Isabelle l'a évoqué à l'instant, d'où je ne fais qu'au fond que souligner ce que tu as déjà dit, mais à ma manière peut-être, c'est-à-dire d'où aussi l'idée que la restitution n'est pas du tout à concevoir comme étant justement la fin de la recherche. Elle est ce moment où une dimension évoquée ce matin aussi par Élise, où, et ça c'est le troisième élément, donc élément éthique, élément de subjectivation du patient et de renversement de la dissymétrie, et troisièmement, c'est même encore plus fort, puisque c'est aussi un moment de validation possible, puisque le patient, le soignant, etc., peut éventuellement estimer que ce qu'on lui restitue, au fond, il ne le comprend pas comme ça, ou il ne l'a pas entendu comme ça, enfin, etc. Donc, voilà, j'insistais parce que ces trois dimensions, éthique, deuxièmement, au fond, de remettre l'objet de recherche dans une position de sujet, et troisièmement, ce moment de validation des résultats, si vous voulez, de recherche, c'est quand même tout à fait intéressant, dès qu'on a ces trois éléments en tête, de revaloriser du coup la dimension restitutive comme un moment extrêmement fort du processus de recherche. Et du coup, on pourrait d'ailleurs, rien que sur cette base-là, reprendre les communications qui ont été faites et se demander, au fond, quand est-ce que cette dimension restitutive a eu lieu, là où peut-être il eût été intéressant qu'elle se produise, par exemple plus tôt. Il y a peut-être justement des processus longs de recherche. On a dit une thèse, c'est 5 ans, oulala, par exemple. Enfin, de nos jours, c'est de moins en moins 5 ans, on le sait. Mais tout de même, est-ce qu'on peut envisager une dimension restitutive peut-être bien plus tôt ? Voilà, ça poserait plein d'autres questions, je ne vais pas les soulever trop longuement. Je voulais parler d'un autre aspect. C'est quelque chose qui a été aussi, je dirais, en filigrane de plusieurs communications, mais que j'aimerais à nouveau mettre au fluo, c'est la question de l'objet de recherche. Au fond, quel est l'objet de recherche ? Puisque j'ai moi-même utilisé ce terme il y a quelques instants. Parce qu'on s'attend en effet, en général, à ce que l'objet de recherche, ce soit d'évidence les patients. Et pourtant, on a bien vu dans plusieurs interventions, hier et aujourd'hui, que cet objet est au fond multiforme, puisque dans certaines recherches, c'est très clairement les soignants, l'équipe, les médecins ou le chercheur lui-même qui sont dans cette position d'objet. Alors là, je vais rentrer un tout petit peu plus en détail parce que ça me paraît intéressant de le faire. À cet égard, mettre pratiquement sur le même plan les patients et les soignants est déjà le fruit d'une clarification épistémologique, me semble-t-il, car cela revient à élargir l'objet de recherche en considérant que le cancer, autant que les traitements destinés à le combattre, comme on dit, atteint la vie psychique des uns comme des autres. C'est dans ce sens-là, si vous voulez, l'idée donc même si le terme paraît un peu ronflant, mais quand même, qui a là, si vous voulez, un présupposé quasiment épistémologique. Alors, cet élargissement de l'objet de recherche débouche sur de nouveaux défis méthodologiques, comme plusieurs communications l'ont montré. Par exemple, appliquer un même dispositif de recherche aux soignants et aux patients, point d'interrogation, au fond. Pas sûr que ce soit la bonne façon de faire, parce que les soignants, par exemple,
on l'a vu, me semble-t-il, hein, il est tout de même vraisemblable qu'il est préférable hein, de rentrer dans un processus de co-construction de la recherche ensemble, ça a été dit, hein, et que cette co-construction est vraisemblablement indispensable, hein, étant donné, si vous voulez, les éventuelles tensions hein, qui pourraient sinon être produites par, encore une fois, une dissymétrie trop grande hein, entre chercheurs et donc sujet et objet. Il faut insister sur la catégorie des soignants en général, car la subdivision en sous-groupes professionnels constitue un choix méthodologique à étudier très soigneusement. Hein. C'est-à-dire, au fond, on a vu ça aussi, je ne vais pas citer de nom là, mais on a bien montré que constituer un groupe de professionnels homogènes, on peut se demander si c'est au fond le meilleur choix en quelque sorte, quand bien même il s'impose hein, dans, si vous voulez, précisément hein, la pertinence de cette dimension homogène. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on retrouve cette idée qui nous vient hein, d'une démarche positiviste, qu'il serait utile justement de créer des groupes homogènes, puisqu'il est préférable tout de même que les objets de recherche se ressemblent à minima, si vous voulez, ou même parfois à maxima. Enfin bref, on pourrait comme ça continuer les exemples. Les exemples, ce que je veux dire par là, et ça, je renvoie à ce que Bruno Falissard a superbement développé ce matin, et qu'on pourrait justement, on pourrait d'ailleurs partir de sa communication pour éclairer toute une série de points subtils comme cela, c'est-à-dire qu'au fond, on a vu, et je vais quand même le citer, dans la recherche d'Étienne Seigneur, hein, que finalement, et ça a été dit dans les questions qui ont été amenées, finalement, c'est une vraie question. Y a-t-il lieu d'isoler, si vous voulez, un groupe professionnel, ou est-ce qu'il y a lieu d'utiliser un groupe plus large, hein, qui est les soignants en général, ou l'équipe hein. Donc si je reprends l'exemple du groupe de pédiatres, hein, je pourrais ajouter que l'homogénéité est encore accentuée par l'identité professionnelle du chercheur, un médecin lui-même, non pédiatre, mais pédopsychiatre tout de même. Hein. Autrement dit, on peut se demander si l'hétérogénéité devrait à certains moments être réintroduite à un niveau ou à un autre du dispositif de recherche. Hein. Là, je ne prends que le concept, hein, homogénéité, hétérogénéité. Je crois qu'on pourrait constater que cette dimension de l'hétérogénéité est constamment présente dans la recherche qualitative, me semble-t-il. Alors, faire la recherche dans son service, je ne vais pas développer ce point parce que tu en as déjà un peu parlé, je crois, Isabelle, mais je vais revenir aussi sur un point qui est la dimension interdisciplinaire, parce que ça a été un peu un défi tout au long de ce colloque de 2 jours, c'est comment est-ce que on peut identifier concrètement cette dimension interdisciplinaire. Est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que la dimension interdisciplinaire, au fond, c'est un moment où on rentre dans le flou, où on rentre dans la ruse, ça c'est aussi une possibilité, hein, où en fait on fait semblant d'être bien ensemble, ou de mettre de côté ses présupposés théoriques ou son vocabulaire, et on essaye de trouver, je crois que ça a été dit, je trouve l'expression excellente, même si l'espéranto a un peu disparu quand même en 2015. Hein, je me rappelle quand j'étais jeune, ça existait. C'était très fort. Hein, les gens allaient prendre des cours d'espéranto. Bref, est-ce qu'il faut développer une espèce, si vous voulez, de langage commun? C'est des vraies questions. Alors, justement, là aussi, j'aimerais prendre des exemples, parce que sinon, ça reste trop général. Les exemples, je trouve qu'on les a vus à plusieurs reprises, dans plusieurs communications. Ou par exemple, hein, hier, ce qui se disait, c'est mais au fond, faut-il je vais essayer de retrouver ça dans... Non, c'est pas grave, je vais vous le dire de mémoire. Faut-il une pluridisciplinarité, ou une interdisciplinarité au niveau des méthodes de recherche comme telles? Ou est-ce qu'au fond, il faudrait laisser à chacun sa ou ses méthodes, hein, et ne pas situer la complémentarité interdisciplinaire sur ce plan-là, mais plutôt sur le plan des résultats, par exemple, hein, de recherche.
C'est-à-dire que là, on peut peut-être véritablement faire jouer les forces de chaque méthode, de chaque démarche. Et là, on retrouve aussi la question qu'on a très clairement vue tout à l'heure, me semble-t-il, la question de l'interprétation des résultats de recherche. On peut se demander si ça n'est pas un des moments particulièrement féconds de l'interdisciplinarité. Et ça, effectivement, je ne peux pas m'empêcher d'y revenir parce que ça a été encore une fois très fort. D'ailleurs, le mot a été réutilisé. Finalement, cette mise en parallèle de la recherche appliquée et de la recherche fondamentale, c'est-à-dire la recherche dont on a dit que ça pouvait être une commande, et qui semblait exclure cette recherche appliquée où on a en vue un objet qui est l'amélioration des soins, par exemple, et semblait exclure la recherche fondamentale. Et là, de nouveau, plutôt que de rester à des grands développements généraux, je vais prendre un exemple que je trouvais très frappant tout à l'heure, c'est que quand bien même le pédiatre répondait que la recherche fondamentale, pourquoi pas, mais l'idée était quand même de dire, mais ça, désolé, ça ne va pas m'aider. On constatait que dans la méthode qui était utilisée, le chercheur nous disait qu'en fait, la manière dont il a engagé l'entretien avec chaque patient, eh bien, cet engagement de l'entretien se faisait sur le mode de la recherche fondamentale. C'est-à-dire, dites-moi comment vous allez. Je crois que c'était les questions très larges qui étaient posées. Si je retrouve ça dans mes notes, je vais vous le dire encore mieux. Mais je pense que c'était comment vous allez, voilà, comment est-ce que vous allez par rapport à la fin de vie, quelque chose comme ça. Une question extraordinairement large qui ne comporte à aucun instant l'idée ou la dimension de son applicabilité future. Donc je dis ça simplement parce que là on voit bien comment, je mets ça en lumière, pourquoi ? Parce que quand on discute dans un contexte pluridisciplinaire, je peux vous assurer, et je serais tenté de regarder dans cette direction-là, parce que Nicolas est assis là, mais je ne serais pas étonné, disons ça comme ça, que effectivement, c'est dans des moments comme ça, parce que une forme de dialogue tendu peut alors être, je dirais, ça peut générer un dialogue tendu, parce qu'en effet, un médecin pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette méthode où on démarre sur un mode aussi flou, où la question, on ne voit vraiment pas en quoi elle peut générer les données qui vont m'intéresser. Et donc, je dis ça parce qu'on en a un peu parlé, mais pas tellement, c'est-à-dire ces moments tendus, au sens où on peut, à certains moments, être quand même, pas dans un dialogue de sourds, mais quand même dans un dialogue qui n'est pas simple, qui parfois est même difficile et parfois impossible carrément, et qui suppose malgré tout, pas l'espéranto, mais quand même d'expliquer, de rentrer dans l'explicitation, traduire de la démarche de recherche comme telle. Et je trouvais que c'était assez net aussi dans ce que disait Bruno Falissard, c'est-à-dire l'idée que quand même, il est indispensable de pouvoir se faire une représentation de tout le processus de recherche du partenaire. Et que c'est là qu'il faut aussi faire la recherche qualitative bien. Pour moi, ça veut dire aussi avoir une sorte de courage de dire je vais t'expliquer quand même comment ça fonctionne ce truc. Et il va falloir un peu de temps pour ça, il n'y a rien à faire. Alors, ce que je voulais aussi, c'était mettre en lumière le fait, et peut-être que je terminerai par ça, parce que je ne veux pas être trop long encore, qu'il y a encore d'autres points, mais mettre en lumière le fait aussi que la recherche qualitative, il me semble qu'on l'a vu tout à l'heure, peut en même temps, à un moment donné, déboucher sur de nouveau une forme de quantification qu'on a bien vu tout à l'heure, et je pense, il me semble que c'est ce qu'on a vu dans l'échange entre Jean-Michel Zucker et les collègues de Curie qui ont présenté, où tout à coup, en effet, parce que vous l'avez souligné, tout à coup, quand les chiffres reviennent, je trouvais ça très remarquable tout à l'heure, parce que 95%, 97%, vous vous souvenez de ça. Ce que j'ai trouvé assez remarquable ou exemplatif de la puissance du chiffre, c'est-à-dire qu'une fois que les statistiques revenaient, toute la dimension qualitative était évacuée, je m'excuse de le dire aussi clairement, quasiment d'un coup, immédiatement. C'était très impressionnant. Et la deuxième chose qui se passait, c'est que
on en venait immédiatement, en effet, à trouver évident que la conséquence de cela, c'était le changement d'une pratique dont on n'avait aucune idée, d'ailleurs, comment elle se déroulait. Nous n'avions aucune idée de la manière dont le personnel soignant lui-même aurait peut-être abordé la question de l'accompagnement de fin de vie, sur un plan qualitatif d'ailleurs. Enfin voilà, je signale ça simplement pourquoi ? Parce que méthode mixte peut-être, mais il faut toujours se dire, et ça Bruno Falissard l'a très clairement indiqué, à quel point, quand on rentre dans des langages différents, le langage de la métaphore, le langage descriptif de la phénoménologie, ou le langage mathématique, parce que finalement c'est là-dessus, ou le langage, si vous voulez, des étiquettes biologiques, puisqu'il nous a bien dit ce matin qu'il n'y a pas que les chiffres, mais il y a aussi la cellule, les enzymes, enfin, etc. Il y a quand même un impact social et, si vous voulez, une sorte de puissance heuristique, pour dire ça comme ça, extrêmement convaincante sur le plan social, qui vient des résultats chiffrés de la science et qui, quoi qu'on veuille, ont tendance à dissoudre le résultat qualitatif, si vous voulez. Et ça, c'est un phénomène. Voilà, on l'a vécu tout à l'heure, c'est pour ça que je suis très heureux que ça se passe, parce que ça se passe absolument, je ne dirais pas tout le temps, mais ça se passe très régulièrement. Et du coup, les méthodes mixtes, oui, je vais m'arrêter. Les méthodes mixtes, peut-être, mais encore une fois, il faut vraiment se méfier de cette puissance du chiffre dont on ne prend pas suffisamment la mesure, me semble-t-il, même dans nos discussions interdisciplinaires. Voilà, il y aurait moyen de dire ça de façon plus complexe et plus juste, mais en gros. Et puis je termine sur une dernière chose. J'ai trouvé assez délicieuse l'idée de, ce moment de Bruno Falissard ce matin, quand il nous disait, toute cette histoire de méthodo, c'est rasoir, vous vous souvenez, mais il faut quand même passer par là. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est que ce colloque, en tout cas moi, je ne l'ai pas trouvé rasoir du tout, alors qu'on a parlé de méthodo à peu près tout le temps. Donc, je ne peux que nous souhaiter des rasoirs comme ça assez souvent. Moi, je suis preneur. Voilà, merci. Bon, ils ont fait ça pour qu'il y ait une discussion, mais il n'y aura pas de discussion. C'est la fin du colloque, et leur envie de discussion, c'est que c'est très difficile de se séparer. Mais moi, je tiens à dire 2 mots. La première chose, par rapport à ce que soulevait Valérie Laurence tout à l'heure, résistance des équipes médicales, oui. Par rapport à des discussions avec Nicolas, mais comment on va se débrouiller pour faire publier ça dans des revues scientifiques? C'est pas sérieux vos trucs pour... Le problème, c'est que nous avons le même problème dans notre laboratoire. Dernière discussion de notre conseil scientifique, nous avons entendu dire qu'il y avait 2 courants dans le laboratoire, un qui menait des vraies recherches purement psychanalytiques et d'autres qui s'étaient soumis à la loi du marché libéral en répondant à des appels d'offres et en s'engageant dans des méthodes qualitatives. Donc vous inquiétez pas, dès qu'on est aux frontières et qu'on essaye de travailler aux frontières, nos propres collègues ont beaucoup de mal à nous entendre et les a priori commencent parce que certains de ceux qui disaient ça, on les a pas vus là, où ils se seraient rendus compte, comme le disait Carléo, que le quantitatif peut contenir des questions. Le problème des méthodologies peut contenir des enjeux fondamentaux. Donc je tiens de ce point de vue-là à remercier particulièrement Carléo et sa persévérance, puisque je crois que dans les caps que doit franchir notre laboratoire, il fait partie des gens qui nous permettent de faire vraiment partie de la communauté académique. Ça ne veut pas dire qu'on ne se prend pas des coups quand on prend cette position-là. Donc je salue le courage et la détermination de Carléo. Je tiens à remercier les membres du comité d'organisation, Marco Araneda, Adala Sousse, Nicolas Boissel, Élise Ricada, Étienne Seigneur, parce que sans eux, ce colloque n'aurait pas eu lieu. Je crois que c'est une première. Il faudra le poursuivre. Je le dis d'autant plus heureux que je trouve que pour l'axe de notre laboratoire que je porte, ce colloque est une vraie première historique importante. Et je crois que pour le programme La personne en médecine, dans le cadre duquel il s'inscrit aussi, c'est quelque chose qui permet vraiment de montrer à quoi sert ce programme pluridisciplinaire et ce qui peut permettre. Donc je tenais vraiment à vous remercier et à dire que
moi aussi j'ai pris beaucoup de plaisir, même si malheureusement j'ai pas pu assister tout au long, ce que je regrette vraiment beaucoup. Voilà. Merci à tous.